Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Alexis Maillet. Il est CEO et cofondateur de Lobster. Comment tu vas, Alexis ? Bonjour Romain, ça va nickel et toi? Merci pour l'invitation. Bah écoute, avec grand plaisir, moi ça va très très bien. À chaque fois que je commence les journées par un enregistrement, ça me donne la pêche. Donc écoute, je peux pas mieux commencer ma journée. Bah écoute, on va respecter la tradition du podcast. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant de découvrir le Web3 ? Alors ce que je faisais avant de découvrir le Web3, donc j'ai découvert le Web3 il y a à peu près il y a à peu près 6 ans. Moi j'ai un profil ingénieur. J'ai fait pas mal de choses, j'ai touché à pas mal de choses, on va dire depuis quand même une dizaine d'années. Avant en fait d'être dans le Web3, du coup j'étais plus ou moins dans l'ingénierie. J'ai réalisé pas mal de projets aussi. J'étais youtubeur aussi à un moment donné, donc voilà, j'ai une chaîne YouTube qui d'ailleurs est toujours active, qui a à peu près 30 000 abonnés. Donc ça, on va dire que c'était un peu ma première expérience entrepreneuriale. En fait, j'ai toujours voulu être entrepreneur, donc c'est pour ça que j'ai toujours essayé de monter des projets. J'ai créé pas mal de choses, de jeux de société, que après je m'amusais à programmer, je m'amusais à faire des IA sur ces jeux de société, etc. Puis ensuite, je suis rentré à l'INSA de Lyon. Donc c'est l'école d'ingé sur laquelle je viens. Et du coup, à l'INSA de Lyon, je me suis rendu compte que finalement, j'avais un profil qui était un petit peu différent de celui des autres. Parce que avec cet aspect entrepreneurial, j'avais vraiment envie de monter des choses par moi-même. Et donc, je me suis lancé en gros dans l'entrepreneuriat au début, surtout en faisant du e-commerce qui marchait plus ou moins bien. Donc, j'avais monté une SAS avec un pote. Ensuite, on a fait des applications smartphone, notamment une de loterie publicitaire qui avait pas trop mal marché. J'ai monté en compétence aussi la junior entreprise de l'école. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, je suis petit à petit en fait allé dans les cryptos par passion et j'ai rejoint Cryptosphère, une association qui m'a permis de découvrir ça plus amplement. Et en parallèle de ça également, j'avais réalisé en fait un de mes stages à l'INSA à Station F, le plus gros incubateur en France et peut-être même, je crois, au monde même, en termes de superficie. Et ça a été un peu un game changer moi dans mon parcours entrepreneurial puisque j'ai découvert pas mal de choses comme la levée de fonds, l'ambition folle que pouvaient avoir pas mal de gens. Donc voilà. J'en suis arrivé là où du coup ce ikigai a été finalement de faire de l'entrepreneuriat dans la crypto et plus précisément dans la finance décentralisée. Bah écoute, en tout cas, on sent que tu es un entrepreneur voilà, passionné et que c'est vraiment quelque chose qui t'anime et qui te fait vibrer. Donc écoute, ça fait plaisir à entendre. Alors du coup, si tu as commencé à en parler un petit peu, mais donc tu as commencé avec de l'entrepreneuriat, on va dire pas forcément dans le Web3, et petit à petit, bah voilà, tu es arrivé dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment de te lancer dans un projet Web3 plutôt que voilà, continuer peut-être dans des choses que tu maîtrisais un peu plus comme le e-commerce? J'irais pas jusqu'à dire que je maîtrisais si bien que ça le e-commerce, mais en tout cas ça a été des bonnes expériences. En fait, je voyais toujours ça un peu comme des petits projets finalement, ce que je faisais avant, et je savais qu'à un moment donné, il allait falloir quand je rentre dans la vie active, avoir un projet un peu plus gros, un peu plus ambitieux, avoir plus d'associés. Et ce qui m'a donné en fait envie d'aller dans ce secteur-là, c'est pas mal de choses. Donc déjà, j'ai connu la crypto et le Web 3, on va dire en 2017. Au début, je suis arrivé comme tout le monde, en tant qu'investisseur. J'ai en fait un peu flashé sur la technologie aussi en parallèle. Euh, Moi, j'ai fait pas mal de programmation à l'époque, surtout de la programmation informatique qui touchait en fait à de la data, donc à l'analyse de données, etc. Et donc en fait, j'ai commencé à rentrer un peu dans ce secteur aussi par le trading, par tout ce qui est algorithme prédictif. Donc je m'amusais à faire notamment l'IA appliquée à la finance, etc.
Et au bout de 1 an ou deux, en fait, je me suis un petit peu lassé aussi de faire ça. Et je me suis rendu compte, en me renseignant un peu plus en détail et en découvrant surtout la magie de la finance décentralisée avec l'essor de Uniswap et de AAVE qu'on a pu voir notamment début 2020, que finalement il y avait énormément de choses à construire dans ce secteur. Et plus j'avançais, en fait, plus je me rendais compte de la quantité astronomique de choses qu'on pouvait créer dedans. Et moi, ça me donnait bien envie parce que j'ai toujours été un peu aussi passionné de nouvelles technologies. C'est quelque chose qui me bottait vraiment. Et j'étais dans cette optique de à chaque fois qu'il y avait quelque chose que je comprenais pas dans le secteur, j'essayais de lire des articles dessus, de regarder des vidéos dessus et de chaque mot que je comprenais pas, il fallait que je le comprenne, il fallait que j'aille au bout de ça et voilà. J'aimais bien voir un peu ça comme un iceberg finalement où à chaque fois on découvrait des nouvelles choses et à chaque fois que je lisais un article, il y avait 3 mots que je comprenais pas et en fait il y en avait il y en avait un que je venais de comprendre mais 3 autres que je comprenais pas. Du coup, il fallait que je lise 3 nouveaux articles et petit à petit comme ça tu apprends très très vite et puis ça donne bien envie de poursuivre en tout cas l'aventure dedans. Bah, écoute, merci beaucoup pour, toutes ces précisions. Alors peut-être que tu peux nous expliquer maintenant comment t'es venu, alors l'idée de Lobster, tu nous le décriras bien entendu plus en détail après. Mais voilà, tu nous as dit que tu avais énormément digué, toute la partie crypto, DeFi. À un moment donné, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit: «Tiens, là, il y a un truc qui fonctionne pas bien ou et moi j'ai une idée fraîche», enfin voilà, j'ai en tout cas, je pense pouvoir apporter quelque chose qui existe pas encore sur le marché? Ouais, très très bonne question. En fait, Lobster, du coup, c'est un projet qui est né il y a quelques mois, il y a un peu moins d'un an, et qui est issu d'un constat assez simple finalement, c'est que dans la finance décentralisée, il y a plusieurs piles de base qui permettent de générer du rendement supplémentaire sur ces cryptoactifs. Il y en a trois principalement en fait. Il y a le staking, le lending, donc le prêt-emprunt de cryptoactifs, et le liquidity providing, donc l'apport de liquidité. Et en fait, il se trouve que dans l'écosystème de la finance décentralisée, il y a des solutions plus ou moins passives de générer des intérêts. Donc notamment en faisant du staking ou du lending, on arrive à générer quelques pourcents par an en surperformance de ces actifs et c'est assez passif. Mais le problème, c'est que ces plateformes-là, en fait, elles sont pas très très rentables ou alors elles vont pas forcément être à la hauteur des attentes des investisseurs dans la crypto. Et du coup, il faut plutôt se tourner vers des solutions comme l'apport de liquidité, le liquidity providing. Donc pour rappel, en fait, on va déposer deux cryptoactifs chez un échangeur. Cet échangeur va permettre à d'autres personnes d'effectuer des échanges sur la blockchain et ces personnes-là vont payer des commissions et du coup la plateforme sur laquelle tu as apporté ta liquidité va te rétrocéder une partie des commissions. Et en fait, l'avantage de ça, c'est qu'on peut casser la barrière du rendement, on peut aller beaucoup plus loin, on peut gagner plus parce qu'on gagne tout simplement sur des volumes d'échanges qui sont potentiellement très grands. Mais le problème principal de ça, c'est que cette solution-là, en fait, nécessite beaucoup de temps et de connaissances pour être maîtrisée. Donc, en fait, en tant qu'investisseur DeFi, puisque à la base, quand même, notre équipe, c'est aussi une équipe d'investisseurs sur lesquels on connaît du coup ces problématiques-là. On les a vraiment rencontrées à titre personnel avant du coup d'arriver vers Lobster. Et on s'est rendu compte aussi en échangeant avec toutes les autres personnes de l'écosystème qu'il n'y avait pas vraiment de solution dans la finance décentralisée qui était à la fois passive, rentable, facile d'accès et qui durait dans le temps. Ça on l'a vu aussi, il y a beaucoup de plateformes de DeFi qui étaient rentables mais qui finalement ne duraient pas dans le temps. Et en fait, c'est aussi en partie toutes ces problématiques-là qui expliquent que aujourd'hui dans la finance décentralisée, il y a que 3% en fait des détenteurs de cryptoactifs qui s'immiscent dans cet écosystème pour tenter de générer du rendement. Donc il y a quand même 97% des investisseurs crypto qui n'ont pas encore franchi le pas de la finance décentralisée. C'est un petit peu comme si on était dans le marché de l'immobilier et qu'il y avait 97% des investisseurs immobiliers qui préféraient ne pas louer leurs biens et se contenter de la plus-value de l'appartement, ce qui est quand même absolument insensé. Et on s'est dit quand même, il y a un vrai truc à faire en fait pour faciliter la vie des investisseurs dans la finance décentralisée à ce niveau-là. Bah, merci beaucoup du coup pour la métaphore avec le marché immobilier, je trouve que c'est très parlant. Je te laisse maintenant la voie libre, pour nous parler de Lobster et nous dire comment justement, vous répondez à ces points de douleur qui sont pas toujours ressentis d'ailleurs par les investisseurs. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que souvent les investisseurs ils ont des solutions qui sont mises en place devant eux, ils les utilisent, parfois ils sont contents et
se rendent pas compte qu'il peut y avoir des solutions meilleures. En fait, nous chez Lobster, on a un peu une vision de la DeFi en ce qu'on va appeler une construction en Lego. Donc en fait, il y a énormément de projets qui sont en train de se créer. Et il y a des projets qui se construisent en surcouche d'autres. Donc je m'explique. En gros, il va y avoir la couche de base qui sont globalement les blockchains. Donc les blockchains permettent de faire transiter de la monnaie numérique de pair à pair. Et en surcouche de ces blockchains, on a vu apparaître du coup, comme je l'ai cité, des services de finance décentralisés comme Uniswap et Aave qui permettent de faire des échanges de cryptoactifs en décentralisé ou notamment de prêter ces cryptoactifs. Et en fait, la véritable problématique sur ces plateformes-là, c'est qu'elles sont très performantes. Elles permettent effectivement de proposer un service qui est très solide et elles ont beaucoup d'utilisateurs. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la métrique numéro 1 de ces plateformes-là n'est pas d'essayer de vous faire gagner de l'argent. Uniswap, eux, ils vont essayer surtout de maximiser leur volume d'échange et ça va être ça leur métrique principale. Aave, eux, ils s'en contrefichent de savoir combien un prêteur va gagner d'argent sur leur plateforme. Donc en fait, on a vu une véritable nécessité de créer des plateformes en surcouche qui, elles, répondent à des besoins spécifiques, donc notamment les besoins spécifiques des investisseurs DeFi et crypto qu'on a énoncé précédemment pour permettre aux gens de surperformer leurs actifs numériques. Et donc, on a vu apparaître il y a quelques années ce qu'on appelle des yield optimizers, qui sont des plateformes qui sont en surcouche de protocoles et qui permettent d'automatiser des actions qui vont être très très bêtes, comme par exemple Bifi qui va faire ce qu'on appelle de l'auto-compound, donc du réinvestissement. Mais ces plateformes-là, elles vont pas non plus assez loin dans le processus parce qu'elles vont juste te faire gagner du temps, mais elles vont pas en fait non plus aller aussi loin que ce qu'on peut voir dans la finance traditionnelle, à savoir des stratégies packagées. Donc nous, on aime dire qu'on fait partie d'une nouvelle trend de protocole DeFi, des espèces de yield optimizer 2.0 qu'on appelle, nous, en interne, strategy manager. Et la particularité des strategy managers, c'est qu'ils sont en surcouche de plusieurs protocoles de finance décentralisés en parallèle dans une même stratégie. Et en fait, ils vont venir tenter de générer les meilleurs intérêts qui soient avec un risque qui va être minimisé. Donc nous, Lobster, on est un strategy manager qui a une approche qui va être d'ailleurs un petit peu différente de la plupart des autres. Mais nous, c'est vraiment sur ce filon-là qu'on s'est dit, il faut qu'on se positionne là-dessus parce qu'en fait, l'avenir de l'investissement dans la finance décentralisée, c'est ça. En fait, c'est là-dessus que la liquidité va aller parce que nous, on croit fondamentalement que à l'avenir, la plupart des gens en fait n'utiliseront pas nécessairement les plateformes de base directement comme Aave et Uniswap, puisqu'en fait elles ont tendance plutôt à se complexifier dans le temps et ils utiliseront plutôt des surcouches qui eux leur simplifient la vie. Ok, très intéressant. Alors du coup, si on parle un peu de l'expérience utilisateur, si moi, voilà, je suis un utilisateur, je me dis tiens, Lobster, ça a l'air cool, j'ai envie d'optimiser mon rendement. Je sais pas, avec de l'ETH, de l'USDC, enfin, voilà, peu importe les cryptos que j'ai. Comment ça se passe concrètement? J'imagine que c'est full décentralisé, donc je vais connecter mon wallet à un moment donné. Tu peux nous dire comment ça va se passer? Ouais, donc tout à fait. Donc effectivement, Lobster, c'est un protocole de finance décentralisé, pour être précis, donc un protocole qui est donc non dépositaire et décentralisé. Donc c'est-à-dire que le candidat, lui, va arriver avec son portefeuille crypto directement. Lobster, nous ne sommes pas en fait un risque de contrepartie sur le dépôt et le retrait des utilisateurs, puisque in fine, ils déposent leurs actifs sur des contrats numériques, donc sur des smart contracts. Et concrètement pour l'utilisateur, c'est extrêmement simple. En fait, il va déposer un seul actif. Donc nous, on crée plusieurs coffres, plusieurs vaults. On va créer un vault Ethereum, un vault Bitcoin, un vault USDC sur plusieurs blockchains. Et la seule chose que la personne a à faire, c'est à déposer cet actif numérique, donc en l'occurrence l'Ethereum. Le seul objectif du Vault, c'est de surperformer l'Ethereum. Donc nous, on ne lance pas une stratégie si on l'a pas backtesté avec notre logiciel interne à au minimum 10% par an. Donc tu déposes de l'Ethereum, par exemple un Ethereum, tu reviens l'année d'après, tu en retires 1,1. Donc ça, c'est vraiment concrètement comment ça se passe en termes d'expérience utilisateur. Et après, derrière, nous, en fait, on a développé toute une architecture technique qui est un espèce de bridge en fait entre le Web 2 et le Web 3, puisque on va combiner en fait la sécurité du Web 3 avec la performance du Web 2, parce que lui, notre algorithme réfléchit avec énormément de data, donc il tourne sur le Web 2, mais surtout, il tourne en fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour te générer les meilleurs intérêts sur le coffre de Lobster en surcouche des différents protocoles. Donc tout simplement, c'est forcément
beaucoup plus automatisé et plus performant que ce que la plupart des personnes font à titre individuel sur la finance décentralisée. Ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous parles un petit peu de où vous en êtes aujourd'hui. Alors, tu vois, aujourd'hui, est-ce que vous êtes, je sais pas, en alpha, en bêta? Est-ce que vous êtes déjà live, on va dire, voilà, de manière classique? Et peut-être nous donner un peu les étapes de votre roadmap avec quelques chiffres clés, si c'est possible. Ouais, très clair. Alors, donc nous aujourd'hui, on est live, hein, donc on s'est lancé ce mois-ci. On a lancé notre premier coffre la semaine dernière. On a même fait une petite soirée de lancement dans la foulée avec quelques-uns de nos bêta-testeurs, nos investisseurs, etc. En termes de chiffres clés, donc aujourd'hui la stratégie en fait se lance quand on atteint 100 000 dollars sur le Vault. Donc en termes de rentabilité, nous on l'a dit, on lance pas de coffre si on n'est pas quasi certain de faire plus de 10% annuel. Aujourd'hui, on donne aussi quelques incentives sur le Vault pour justement un peu booster cette rentabilité et permettre des utilisateurs de découvrir le protocole de façon un peu plus tôt que les autres. Et en termes de roadmap, on a du pain sur la planche. Donc là aujourd'hui, on est en train de lever des fonds. Donc on est sur un roadshow qui va nous permettre de financer tout notre développement qu'on va avoir cette année et même pour l'année prochaine. Donc concrètement, en roadmap, on a deux gros sujets. Le premier, ça va être de faire de l'acquisition, donc de devenir un protocole qui lui va permettre d'être trusté par la plupart des gens dans l'écosystème. Pour ça, il nous faut un grand nombre d'utilisateurs, il nous faut de la TVL sur le protocole. Donc aujourd'hui, on est quand même en surcouche des protocoles qui sont les plus sûrs du marché, donc Uniswap et Aave. Donc c'est vraiment notre argument phare là-dessus. Mais il faut qu'on continue, à parler de nous, à créer notre communauté. Donc tout ça, c'est vraiment les sujets qui vont toucher les clients. Et pour parler un petit peu plus maintenant de développement interne, en fait, nous on a une ambition qui va en fait bien au-delà de simplement permettent aux gens de surperformer leurs actifs numériques avec des coffres que nous-mêmes on crée sur des stratégies bien spécifiques. En fait, on a une roadmap dans laquelle on essaie de développer notre infrastructure technique pour permettre à qui le souhaite de potentiellement développer des nouvelles stratégies en surcouche de protocoles. Donc aujourd'hui c'est un peu tôt pour en parler, même si c'est notre ambition. Mais ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est qu'en fait nous on a développé une stratégie, mais en fait on a surtout développé une architecture qui est très généraliste et qui nous permet nous-mêmes de créer des stratégies sur le Web3. Et en fait, demain, on veut faire une stratégie, je dis n'importe quoi, de leverage lending sur Aave. En fait, en 2 minutes, on l'a créé parce qu'en fait, nous, c'est juste une question d'input de notre algorithme, c'est juste une question de paramètres. On a en fait créé le cas général de toutes les stratégies DeFi qu'on peut faire en surcouche de lending et de liquidity providing. Donc nous-mêmes, on a utilisé cette infrastructure pour créer notre première stratégie qui est différenciante, et on a pour ambition d'ouvrir cette architecture pour permettre aux gens de créer des stratégies super rapidement. Et du coup, pour parler rapidement aussi de la stratégie qu'on a créée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a créé une seule stratégie et on a pour ambition dans notre roadmap d'en créer plusieurs différenciantes, puisque on est quand même un stratégie manager. Donc en fait, on va se positionner sur plusieurs stratégies en surcouche de plusieurs protocoles. Et aujourd'hui, la stratégie qu'on a créée, elle est finalement assez simple. C'est qu'en fait, on génère du rendement principalement sur de l'apport de liquidité sur Uniswap V3. Sauf que sur Uniswap V3, pour faire de l'apport de liquidité, on a besoin d'apporter 2 tokens. Et en fait, nous, on utilise Aave pour annuler l'exposition à un des 2 tokens de la pool. Donc ça, on l'explique dans notre documentation. Hein. Si ça intéresse des personnes, on explique toutes nos stratégies dans la documentation de façon précise. Et le fait d'annuler en fait l'exposition à un des 2 tokens, ça va permettre de générer la même rentabilité que n'importe quel apporteur de liquidité sur une pool, mais de surperformer seulement un des 2 actifs. Et c'est ça qui fait que finalement la stratégie est très différenciante et qu'elle est également très simple pour un débutant qui arrive dans la finance décentralisée. Et donc cette stratégie-là, on l'a développée. On compte bien sûr en faire des nouvelles versions puisqu'il y a énormément de choses à développer par rapport à ça, et donc sortir par la même occasion des nouvelles stratégies au cours de l'année. Et du coup, par rapport à ce que tu disais sur le fait que demain vous avez envie de vous ouvrir à, on va dire, à l'externe, ça veut dire que potentiellement vous seriez une sorte de hub
Club ou d'autres, on va dire, DeFi managers pourraient venir cranter des stratégies et les Ouais. proposer aussi à leurs clients en fait. Alors la différence en fait que de positionnement que nous on va avoir là-dessus par rapport à pas mal de protocoles qui peuvent déjà en fait permettre de créer ce qu'on appelle des workflows, ça va être principalement que nous on est une couche très élevée qui permet directement de packager les stratégies. C'est-à-dire que nous on veut pas permettre aux gens de simplement créer des stratégies et puis ensuite que la personne s'aperçoit que la stratégie elle fonctionne pas, parce qu'on va pas se le cacher, en fait dans la finance décentralisée il y a 99% de stratégies complexes qui fonctionnent pas pour 1% qui fonctionnent. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer des stratégies packagées, permettre aux gens de savoir à l'avance si elles fonctionnent ou pas, et surtout de leur permettre d'accéder à un algorithme qui lui n'a pas d'état d'âme et qui va agir en continu sur une stratégie que la personne va créer pour pouvoir surperformer le marché des cryptoactifs en surcouche de plusieurs protocoles. Donc c'est vraiment le packaging notre plus-value à ce niveau-là en tout cas. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour les précisions. Alors ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe sur des questions un peu plus personnelles. Toi, ça fait déjà un moment hein, que tu travailles sur ce projet-là. On avait dû se rencontrer sur Lyon, je pense, il y a au moins 1 an et demi, 2 ans déjà. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut lancer son projet Web3, voilà, un autre entrepreneur qui est encore un peu, tu vois, hésitant, tout ça. Enfin, toi qui as déjà un petit peu cette expérience, qui a déjà vécu les phases très early, tu lui dirais quoi? Alors, déjà la première chose, mais je pense que ça c'est un peu bateau, mais c'est quand même très vrai de dire ça. Je pense que je lui dirais qu'il est au bon endroit. Il est au bon endroit surtout si c'est une personne qui comprend la technique derrière la blockchain. Comme on est sur quand même une révolution technologique, plus on comprend la technologie, plus on va pouvoir s'immiscer en fait dans des micro niches au sein même du Web 3 pour pouvoir innover. Et en fait, quand on innove dans le secteur, c'est là où on émet une barrière à l'entrée qui va être forte pour la plupart des concurrents ou alors des potentiels nouveaux arrivants. Et c'est là où en fait finalement on a le plus de chances de réussir. Donc déjà je lui dirais que c'est bien parce que le marché est porteur. Si c'est une personne tech, c'est encore mieux. Et ensuite, un des meilleurs conseils aussi que je puisse donner, c'est finalement de confronter rapidement son idée au marché réel. Donc ça, on le sait dans l'entrepreneuriat, faut quand même rapidement aller sur le marché. Et dans la crypto, je rajouterais quand même autre chose, c'est qu'en fait, on est dans un écosystème qui est quand même assez bienveillant. En France, il y a quand même beaucoup de gens qui pèsent un peu dans la crypto. C'est pas si compliqué que ça de rencontrer des gens qui s'y connaissent. Il suffit d'aller dans des groupes, dans des clubs, faire partie d'événements. Donc exactement le genre d'événement où on s'était rencontrés, Romain. Donc il suffit de faire partie de clubs. Hein. Il y en a plein. Il y a il y a Off-Chain, il y a DeFi France. Voilà, je vais pas tous les citer, mais en fait, moi quand j'ai commencé à aller dans ces clubs-là, c'est là où je me suis rendu compte que la crypto c'était pas quelque chose où finalement fallait se développer en étant tout seul dans sa chambre. C'était vraiment en nouant des liens, en parlant aux gens qu'on arrivait à avancer. Et donc cette personne-là, je lui conseillerais tout simplement de faire un maximum d'événements, de rencontrer un maximum de gens et de pas rester tout seul. Merci beaucoup pour tes conseils. Effectivement, le dernier revient souvent. Je pense qu'il est précieux. Rencontrer du monde, networker, c'est vraiment quelque chose de crucial et surtout dans le Web3, ça se fait très facilement. Est-ce que tu nous partagerais un autre projet coup de cœur, même si forcément, comme tous les builders, tu es à fond sur le tien? Voilà, un autre projet coup de cœur qui te plaît en ce moment et pour quelle raison? Et si tu es plus à l'aise, voilà, une tendance que tu suis en ce moment particulièrement. Alors j'ai quelques projets coup de cœur. Je pense que j'en ai deux ou trois, mais alors moi je suis beaucoup quand même la finance décentralisée, donc je vais pas citer un projet coup de cœur qui a rien à voir avec ce que je fais non plus. Je vais en citer deux, allez pour être franc. Le premier c'est Morpho. Donc voilà, moi je suis un fan de Morpho, de ce qu'ils créent. Je trouve que vraiment ils ont vraiment un coup à jouer. J'ai hâte de voir des Français, puisque c'est une équipe française à la base, dominer le marché du lending au niveau mondial sur la finance décentralisée. D'autant plus qu'ils viennent de sortir leur nouveau projet Morpho Blue, qui je vous laisserai aller voir, mais est quand même assez game changing dans l'écosystème. Et ensuite
Moi, je suis beaucoup sur des projets d'investissement, ce qu'on appelle des launchpads. Donc, en fait, c'est des projets qui te permettent d'investir en private sale sur des tokens, et puis ensuite, du coup, découvrir des projets dans un premier temps, et surtout, avoir, on va dire, une partie de son investissement allouée à des projets qui ont un petit market cap. Et donc, notamment, moi, je suis sur DAO Maker et je suis énormément tout ce qu'ils font. Ok, bah merci pour ces partages, c'est hyper cool. Écoute, on arrive déjà à la dernière question du podcast, ça passe hyper vite comme à chaque fois. Est-ce que tu pourrais me dire à quoi ressemblerait ton Web3 idéal dans 10 ans? Voilà, si tu avais une feuille blanche, un crayon et que tu pouvais dessiner ton Web3 idéal, qu'est-ce que tu dessinerais? Ça aussi, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs sujets, mais je discute beaucoup de ça avec des gens parce qu'en fait, c'est un sujet qui est très récurrent quand tu parles à quelqu'un qui est pas dans le Web 3. En fait, la plupart du temps, il comprend pas très bien où c'est que le Web 3 s'en vient. Et en fait, la réalité des choses, on va pas se le cacher, c'est que même nous qui sommes dans le Web 3, on comprend le Web 3 aujourd'hui tel qu'il est, mais c'est très compliqué de savoir où est-ce qu'il va, parce que si on savait tous où il allait, j'ai envie de dire, il y aurait pas de projet qui fonctionnerait pas en fait. Hein. Donc c'est aussi par le fait qu'on sait pas d'où il va, où va ce secteur, que du coup on essaie de créer des nouvelles choses. Moi je pense que le Web 3 idéal dans 10 ans, je vais quand même être assez idéaliste, mais quand même réaliste. Je pense qu'en fait globalement tout le monde en fait utilisera de plus ou moins loin le Web 3. Tout le monde en fait aura un intérêt à y aller, que ce soit contre son gré ou non. Ça veut dire que je pense que le Web 3, les services que propose le Web 3 sur plein de choses, hein, donc pas que la finance décentralisée, mais aussi au niveau de la privacy, de la donnée, des réseaux sociaux, voilà, dans les NFT, il y a plein de choses qui sont également. Je pense que c'est quand même des révolutions qui, mine de rien, vont être utilisées par les entreprises. Et ce que je veux dire, en fait, par tout le monde l'utilisera, même contre son gré, c'est qu'en fait, on l'utilisera. C'est-à-dire que voilà, le wallet abstraction, c'est quelque chose qui, on s'en vient et va être très utilisé. Donc voilà, moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Globalement, voilà. Donc c'est-à-dire que il y a des services. Pour moi, c'est une évidence que il y a un besoin au niveau à minima des institutionnels, et eux les particuliers qui en fait sont clients aussi de ces services institutionnels, utiliseront le Web 3, qu'ils le veuillent ou non. C'est un petit peu ça ma vision. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour le partage. Et puis bah il me reste à te remercier tout court voilà, pour la participation à cet épisode. C'était vraiment chouette qu'on puisse enfin le faire ensemble. Voilà, je suis très content d'avoir pu te recevoir. Et puis écoute, je te souhaite bien entendu bonne chance pour Lobster. J'espère que vous aurez beaucoup de succès. Et puis écoute, je te laisse le mot de la fin pour conclure, si tu veux dire un petit mot aux auditeurs. Non, continuez à vous intéresser au Web 3, continuez à innover dans le secteur. C'est vraiment comme ça qu'on va avancer tous ensemble. C'est une véritable passion en tout cas pour moi de partager ça. Donc merci Romain de m'avoir invité encore une fois sur ton podcast. Et puis n'hésitez pas à aller voir bien évidemment du coup Lobster Protocol, notre projet qui permet à n'importe qui de générer des intérêts supplémentaires de façon passive sur tous ces cryptoactifs. Yes, on ressent bien la passion dans ta voix. Et puis oui, bien entendu, on partagera tous les liens voilà, dans le descriptif du podcast. Écoute, merci encore. Et puis je te souhaite bonne chance et à bientôt. Salut Alexis. Merci Romain, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.